La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Bienvenue à tous, c'est l'heure du prologue, votre rendez-vous d'avant-course du Bikingman Origins. C'est parti. Bienvenue au Canet pour le troisième rendez-vous de la saison 2023, le Bikingman Origins France. Vous connaissez le format, on va parler de plusieurs thématiques sur cette course avec de nombreux invités de prestige, à commencer, comme d'habitude, par Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Cédric, bah écoute, en forme, en retard par contre, et je m'en excuse, mais en forme. La troisième de l'année, déjà? La troisième de l'année, on ferme les yeux, on réouvre, et on est déjà sur une autre manche. Avec nous, il y a deux invités que vous connaissez, pour certains, pour d'autres, ils vont découvrir le Bikingman. On commence par toi, Cédric, salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va, tendu, pressé d'y aller. Cédric Bonnefoy, premier Bikingman, première course ultra. Tout premier, oui. J'ai fait du bikepacking un peu avant, c'est pour me tester, et puis maintenant, ouais. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ça fait un moment que j'y pense, ouais. Eh bien, bienvenue. Et puis à tes côtés, il y a Lauriane Placet. Bonjour. Plus besoin de la présenter. Si vous suivez le Bikingman, vous la connaissez. Donc tu viens pour ta deuxième course de l'année. Tu avais fait le Bikingman Corsica. Portugal. Portugal, le premier rendez-vous de l'année. J'étais en Corse aussi, donc. C'est vrai, c'est pour voilà. ça. Tu m'as induit en erreur. Ouais. Ouais. Tout va bien? T'es prête? T'as bien récupéré du Portugal? J'ai bien récupéré du Portugal et ouais, je suis bien prête. Super. Alors on va parler avec vous de la première thématique, la préparation. Comment on se prépare pour le Bikingman France? Eh ben, j'ai envie de commencer par toi, Cédric, le novice. Oui, le novice. Donc tu nous disais, tu as zéro expérience en course d'ultra. En course, non. Après, je me suis testé, inspiré par Axel. Tes vidéos m'ont vachement inspiré les expériences de partir un peu en bikepacking. Donc des sacoches, un vélo de gravel. Et j'ai testé il y a 3 ans déjà. Tout seul, dans la Pampa, avec un petit tracé perso. Et là, cette année, un peu plus sérieusement, pour préparer un Bikingman, quoi. Moi, mon objectif, c'est de le finir. Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas de la sortie ultra classique à une compétition comme ça? Le bon moment, on devait le faire avec des amis cette année. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est l'année prochaine, on le fera ça en Corse. On devait le faire cette année. Bon, pour X raisons, je les salue d'ailleurs. Et non, je voulais vraiment faire un Bikingman. Bon, après, il faut l'organisation. Hein. J'ai une vie de famille, un boulot et tout ça. Donc, et tu as fait un programme de préparation spécifique, oui, avec étalé sur plusieurs mois ou c'est plus du feeling selon ton planning? Je commence à m'y connaître. Je fais des Ironman, donc je me suis préparé et je me suis un peu formé à préparation physique pour pouvoir faire les choses bien. Je me connais. Donc c'était organisé comment? C'est-à-dire un planning par semaine? Combien d'entraînements par semaine? Combien de volume d'heures? Alors c'est par bloc, un peu classique, progression en nombre de kilomètres, nombre d'heures, de difficulté et de l'intensité en début de saison. Et plus ça va, plus on étale et on va vers l'allure course et du long vers la fin. Et après mise en situation surtout, donc des sorties de 300 km pour tester sur 24 heures. Ça, j'avais pas fait un non-stop pour voir ce que ça donne en impro et partir le plus léger possible. Donc j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça fait de partir sans la tente, sans le matelas, sans le duvet, etc. Et les tests ont été concluants? Ça va, ouais. Ouais, non, ça va. J'aime bien l'improvisation aussi, j'aime bien tout contrôler, etc. Mais improviser, je pense qu'il faut prendre du plaisir là-dedans aussi. Et donc je laisse un peu de part, on verra sur place, quoi. Parce que ça se passe jamais comme on veut, donc... C'est la bonne méthode, Axel? Mais il est prêt. Il avait presque paraphrasé une phrase que j'aime utiliser. Se préparer pour l'imprévisible. Il est prêt, il a le sourire. Il a les bons yeux de l'aventure. Il a le sourire, mais il est stressé. Ça se voit peut-être pas sur la caméra, mais il n'arrête pas de m'en parler. Par rapport à hier. Tout à l'heure, en one-to-one, quand on s'est vu, il est dans la bonne démarche. Il a laissé un petit peu d'imprévu. On a quand même pas mal de gens qui viennent du triathlon longue distance. Et je pense que c'est une très très bonne base de volume d'entraînement et puis de rigueur dans la préparation. Quoi qu'on en dise, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de cet univers. Donc avec le sourire, il veut avoir un peu de plaisir. Donc c'est tout bon. Je pense qu'il y a tous les ingrédients. Maintenant, il faut y aller. Hein. Bah ouais, on va découvrir avec le paysage et tout. Niveau préparation, Lauriane, t'en connais un rayon? T'as l'habitude? J'ai l'habitude, ouais. Est-ce que tu as préparé cette course comme les autres? Ou est-ce que tu as changé d'approche?
Non, je fais comme, j'ai fait comme, enfin, je vais pas dire j'ai fait comme d'habitude parce que j'ai pas d'habitude. L'an dernier j'ai fait le Corse et c'était pas prévu que je fasse le X, donc j'ai comme géré. En fait, c'est ce qui est un peu particulier là depuis le Portugal, c'est qu'il a fallu gérer la récupération et quand même se préparer pour la course. Donc la préparation que j'avais fait pour le Portugal, je la considérais comme la base en fait, le socle de la préparation pour les courses que je vais faire cette année. Donc entre les deux, j'ai fait de quoi récupérer. Enfin, j'ai fait des séances pour pouvoir récupérer et pas trop me rentrer dedans. Donc j'ai pas. Enfin, après c'est un choix volontaire. J'ai pas fait de long. J'ai pas fait de sortie longue. Le maximum c'est 4 heures quand on prépare un ultra. C'est. Enfin, il y en a qui. Enfin, on peut faire des sorties jusqu'à 10 heures souvent et tout ça. Moi, je fais pas du tout. Je fais J'ai fait en moyenne, les deux semaines après le Portugal, j'ai fait 250 km. Après, j'ai dû faire 3 semaines à un peu plus de 400 et mes 10 000 de dénivelé. En fait, ce que je fais, c'est que je vais chercher tout de suite je vais tout de suite chercher le dénivelé parce qu'ici, il y aura du dénivelé. Et pour être spécifique à la course, je vais pas faire des sorties sur le plat qui vont pas m'apporter. Qui vont rien m'apporter entre guillemets en vue de la course quoi. Là je me suis vraiment préparée à monter des cols, ce que j'avais pas fait pour le Portugal parce que c'était pas par rapport au calendrier et le Portugal c'était début mai et je pouvais aller monter des cols mais c'était Donc tu semblais faire froid et tout donc là j'ai vraiment fait des cols plus longs. Je suis allée chercher des cols difficiles autour de chez moi qui avaient plein de portions au-dessus de 10%. Donc c'est comme ça que je me suis préparée et j'ai vu que mes chronos baissaient dans l'école et que j'ai retrouvé la facilité de grimper. Donc je considère que c'est réussi quoi. Donc le but c'était plus de cibler sur le dénivelé plus que le bornage quoi. Ouais, plus que sur le volume en fait. Le volume je l'ai vraiment considéré sur le dénivelé. À la fin de la semaine, moi je regarde, je suis pas super accro aux données et tout ça. Je regarde sur Strava, ce que j'ai fait dans la semaine, j'ai le dénivelé sur la semaine et j'essaye d'atteindre 10 000 quoi. Axel, pour le Bike Ironman France, quelle configuration de vélo tu recommanderais toi? Très On va bonne parler question. de technique. Très bonne question. Configuration de vélo. Je vais partir sur le poids. Être dans ce que j'ai vu là, c'est-à-dire une moyenne de 14 kg, tout équipé sans lot, ça me paraît être un choix raisonnable en termes de matériel transporté. J'ai vu des vélos à plus de 20 kg où là clairement tu vas traîner une enclume dans l'école, donc tu vas forcément le payer côté articulaire, côté musculaire et côté frottement. Donc un poids visé 14 kg. J'ai vu des transmissions très variées. Moi j'ai toujours la stratégie de la précaution. J'aime bien avoir trop de possibilités que pas assez parce que je suis pas fragile des articulations, je suis léger, donc quelque part j'ai de la chance par rapport à des coureurs qui sont beaucoup plus lourds, mais je prends la précaution de sauvegarder toutes mes articulations, donc je vais travailler sur les braquets, la variété de braquets la plus large, donc je recommanderais un double plateau, comme ce que j'avais fait sur le Rocco, un 50-34. Par contre j'essaierai d'aller chercher sur la cassette arrière pas mal d'amplitude pour aller sur peut-être du 11-42. Alors c'est toujours des adaptations qui plaisent pas trop parce que c'est compliqué d'arriver à les trouver dans les gammes des fabricants, mais voilà, j'essaierai d'avoir un ratio entre le plateau avant et la cassette arrière il y a un chiffre magique 0,7, 0,75 qui permet de pouvoir quasiment passer partout parce que le parcours, Lauriane le rappelait par rapport à sa préparation avec les montagnes, il y a énormément de montagnes, c'est 20 000 mètres de dénivelé positif, c'est la moitié du Tour de France que tu vas manger, alors pour Lauriane probablement en 3 jours, pour Guillaume peut-être en 4 ou en 5. Mais c'est énorme en volume, donc tout ce qui est articulaire, musculaire et frottement, en plus avec le facteur de la chaleur qui va en fait venir aggraver, renforcer toutes les problématiques de tension dans les tendons, de difficulté à s'hydrater pour les muscles, tout ce qui est récupération, plus les frottements. Tout ça faisant braquer avec le plus d'amplitude, vélo de 14 kg et un peu de confort également sur la partie pneumatique. Parce que les routes sont pas forcément de bonne qualité et que sur le long ça permet quand même d'avoir du confort sans se casser le corps parce que le but c'est d'arriver à tenir dans les montées mais d'être confiant également dans les descentes parce qu'il y a 20 000 de descente aussi. On va comparer ça avec leur configuration. Cédric, tu peux nous faire une description de ton vélo? Mon vélo, C'était combien la pesée?
12,3. Ah bah t'es en dessous de la moyenne. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je pensais pas aussi léger, ouais. Bah, après, j'ai misé sur le poids, hein, comme tu disais. Et effectivement, moi, je suis pas un grimpeur professionnel, hein, donc je vais faire ce que je peux. Et le moindre gramme que je peux enlever, c'est ça que je mise, ouais. Et en transmission, bah, j'ai un mono. Je suis laissé la config Gravel. Un mono de 36 et 12 vitesses derrière, 10,44. Ah oui, Ça, donc je monte pas un mal. petit à l'avant, quoi. Ouais. Un petit plateau, c'est Ouais, bien. j'ai mis le minimum pour mouliner si besoin. Et toi, Lauriane, c'est quoi ta... Je suis à 12,3 aussi en poids. Je suis en pneu de 28 en tubeless. J'ai vu qu'au Portugal, beaucoup se sont plaints de l'état des routes et moi, à aucun moment ça m'a fatigué, quoi. Donc là, je sais que j'ai du confort de ce côté-là et je suis en 50-34 et 11-34 derrière. Le ratio de 1, c'est ce que j'avais à Euskadi, alors que je pensais avoir un petit peu moins. Donc je pense que c'est adapté. Sur le X, par exemple, j'avais 34-32 et là j'avais un vélo un peu plus lourd en plus. Et là j'avais maudit de ne pas avoir plus, quoi. Mais après ouais, c'est techniquement où le fabricant je peux pas avoir. Il faudrait faire la bricole pour avoir une cassette un peu plus étagée derrière, quoi. Mais je sais que le ratio de 1 ça passe, quoi. On parlait du poids, mais il faut faire attention de ne pas partir trop léger, puisqu'il va y avoir des écarts de température immenses entre la chaleur annoncée, le froid au décolle. Tu confirmes, Axel, toi qui as analysé les données météo? Bah, côté météo, il se passe ce qui se passe maintenant depuis 3 ans, à savoir qu'à la nouvelle lune, à l'équinoxe, donc soit le 21 juin, soit 2 jours avant, comme ça a été le cas pour cette année, il y a un changement radical de température qui se déroule. Toute la partie alternance orage-chaleur qu'on a eu pendant 3 semaines avant le Biking Man France, là il y a moins d'orage, par contre il fait beaucoup plus chaud. Donc à titre d'anecdote, il fait 37 degrés actuellement au pied du Ventoux. Donc le chalet Reynard il va être loin, quoi, si tu le fais de jour. Donc il y a aussi tout cet aspect stratégie d'aller attaquer ces grandes montagnes où au pied ça peut être une fournaise. Alors qu'au sommet, à l'inverse, si tu la grimpes de nuit, eh bien, tu vas avoir le risque de la descendre avec des sensations qui sont proches de zéro, donc de la haute altitude aussi, qui va venir quelque part ajouter de la difficulté, hein, parce que le col de la Bonnette, qui est le sommet en fait de ce Biking Man France, on en a plus de 2007, donc en haut c'est de la haute montagne, haute altitude, froid. Comportement physique en fonction des gens. Je sais que Lauriane s'est préparée pour l'altitude parce qu'elle a fait de l'ascension en haute altitude et c'est une très bonne idée de s'être préparée sur les grands cols. Mais clairement, en variation de température, en bas comme en haut, plus le facteur altitude, altimétrie, peut avoir des impacts importants. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait eu Miguel pour la Costa qui avait pendant le X souffert du mal de l'altitude et qui avait dû pour le coup au-delà de 2000 mètres avec l'enchaînement en fait du dénivelé, lui s'était préparé sur Home Trainer et c'est quelqu'un qui se prépare très très bien parce qu'il a terminé plusieurs Biking Man et ben là il a dû abandonner parce qu'il n'avait pas été acclimaté, donc il y a ce facteur là aussi. Je pense que pas mal de gens pas survolent, mais en tout cas c'est plus un angle mort qu'ils ne regardent pas de manière sérieuse, alors que les gros cols et les hauts cols des Alpes, pour bien moi connaître l'altitude, même l'hyper-altitude pour les endroits où j'ai eu la chance d'aller, c'est un facteur qui est très fatigant, ça consomme plein d'énergie, c'est comme si tu avais un carbu double corps sur une voiture où d'un coup tu vas consommer beaucoup plus d'énergie à plus de 2000 mètres, alimentaire, liquide, et en fatigue c'est pareil, c'est pas la même régénération musculaire, c'est des paramètres qui ajoutent de la surprise. Alors je veux pas effrayer. Tu commences à lui faire peur là. Non, il regarde avec passion et j'ai hâte. Mais ce facteur altitude, c'est une des spécificités aussi côté étape du Biking Man Origin de cette année. Le France, c'est vraiment cette spécificité-là, hein, parce que à part, je vais pas trop teaser, mais au Maroc, on monte un petit peu plus haut que 3000. On a ce facteur altitude aussi qui est important sur ce Biking Man Origin France. Ouais. Est-ce que tu l'as pris en compte dans ta préparation, Cédric, l'altitude et surtout les données météo entre chaleur et froid? Alors j'ai pris en compte, mais j'ai fait ce que je pouvais. Après j'ai les Pyrénées pas loin de chez moi. Avec des amis, on y allait régulièrement. On est monté en altitude, mais 1500 mètres, quoi. 2007, moi je connais pas encore. C'est une première expérience et puis tant mieux, c'est une découverte. J'espère que je vais pas lâcher, juste finir le Biking Man, passer à travers ça, mais ouais. Globalement, là, pour donner peut-être un référentiel pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est un peu compliqué pour les cyclistes, il y en a qui connaissent de pédaler en haute altitude, mais pour les néophytes qui nous écoutent, chaque 1000 mètres,
faut imaginer que tu perds 10% de puissance du moteur en capacité. Moi, j'ai eu la chance de monter quasiment à 6000, tu perds 60% de la capacité du moteur. Par contre, le moteur en lui-même continue de consommer, et même c'est proportionnel, c'est-à-dire que tu as moins de puissance, mais tu consommes beaucoup plus d'énergie. Auquel cas, les cartouches que tu as alimentaires et liquides, tu as besoin de beaucoup plus, quelque part, à mesure que tu grimpes en altitude. Donc là, pour le col de la Bonnette, il faut imaginer que tu as 30% de ta puissance habituelle qui va être inaccessible, quelle que soit la bonne volonté que tu puisses avoir. Donc il y a tout un aspect gestion et acceptation, quelque part, de cette valeur-là que tu ne peux pas transformer pour, quelque part, une ultracycliste un peu élite comme Lauriane, comme pour toi. Il faut vraiment l'accepter et arriver à se gérer. Et pas avoir la surprise quelque part de le découvrir sur place, parce que ça peut faire peur en fait. Tu peux dire punaise, j'ai plus de jambes. Avec l'altitude, tu sens que tu t'es limité partout, quoi. T'as déjà eu ces sensations-là, toi? Moi, j'ai déjà eu ces sensations. Ouais, j'ai eu la chance de monter à Maui. Je suis partie de 0 au niveau de la mer. En fait, tu peux monter à 10 000 pieds, ce qui est équivalent de 3300. Et en fait, la fin, j'étais collée. Mais t'es collée parce que tu passes au-dessus de 3000 et que t'as moins d'oxygène. Ton corps il pompe de l'énergie, tu sens vraiment que tu es au ralenti, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, du coup? Il faut adapter l'alimentation si tu peux. Après, c'est l'hydratation. C'est des choses qui sont pas forcément faciles, surtout quand ça arrive en fin de course, quoi. Parce que personnellement, je sais qu'au niveau de la Bonnette, c'est un moment où j'ai du mal à m'alimenter, tout ça. Il va falloir vraiment que je me force pour m'adapter à ça, quoi. Tu parles à l'alimentation, tu as changé de stratégie, toi, au niveau alimentation? Je me suis un peu mieux préparée. Sur la. J'ai essayé de voir ce qui clochait sur les autres Bikingman que j'ai fait, parce qu'à chaque fois je suis bloquée, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à m'alimenter, et je pense que j'ai un souci d'hydratation qui fait que Donc là, je vais vraiment être beaucoup plus rigoureuse sur l'hydratation et pour espérer pouvoir manger un peu plus sur la course. Quoi, parce que sinon, pour pouvoir tenir un peu plus longtemps, quoi. Toi, niveau alimentation, tu comptes faire comment, Cédric? T'emmènes beaucoup de nourriture sur toi, ou tu comptes plutôt sur les stops ravitaillement? Les deux, pour pas avoir trop de poids à traîner, parce que sinon c'est trop. Et en avoir minimum pour être très régulier, avoir du glucide souvent. Et après m'arrêter, faire des vrais repas. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, des sandwichs ou des vrais repas. De temps en temps, parce que même prendre régulièrement, je trouve que ça suffit pas. Peut-être même en faisant comme ça, je trouve que je mange pas assez en général. Et bon, je vais découvrir un peu aussi, improviser, qu'est-ce qui est disponible. Pas mal de villes, normalement au passage. Normalement, ouais. Si tu as étudié un petit peu le parcours, normalement, il doit y avoir des villes sur le passage. Ouais, il y en a pas mal. Après, ça dépend des horaires auxquels tu passes dans les villes. Hein. Ouais, tout à fait. Le tout, c'est d'anticiper la nuit, qui peut être très longue. Mais bon, après, ça dépend si je m'arrête pour dormir ou pas. Si je m'arrête pas, je prends deux sandwichs, pas mal de nourriture sur moi pour passer la nuit au cas où. Et puis voilà. Donc tu laisses un peu de place au feeling, si j'ai bien compris, aux sensations. Pas mal, ouais. Si je peux me permettre de faire un lien encore une fois avec l'univers du triathlon, je trouve qu'on retrouve un peu une approche hydratation, alimentation qui est très sérieuse, parce que souvent c'est un point névralgique. Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que je l'avais quand je faisais du triathlon, je l'avais et je l'ai perdu au fur et à mesure des années quand j'ai arrêté le triathlon, et j'ai remis des timers comme je faisais en triathlon, en fait. Et là, je suis revenue à ce que je faisais et qui marchait, en fait. Et sur les autres, je l'ai pas fait. Parce qu'à la fin, avec la fatigue, c'est vraiment des courses souvent à l'estomac. C'est-à-dire que moi, je vais citer un ami qui m'est cher, parce qu'il m'a sauvé de pas mal de situations, qui s'appelle Alexandre Porras, qui est un ostéo que je vois régulièrement pour les expés. Et on parlait justement des coureurs pros, notamment du Tour, et à quel point en fait c'est des courses d'estomac et d'intestin maintenant, davantage que musculaires, parce que l'organisme il est mis tellement à rude épreuve, et le vélo, la position, la partie sanguin, tout est vraiment contraignant sur le vélo. On a du mal à l'imaginer tant qu'on ne fait pas de vélo, mais c'est vraiment des contraintes, et quand tu les multiplies sur les durées, parce que là on parle d'athlètes qui vont faire 12 heures par jour sur la selle, donc avec pas mal de contraintes, estomac, intestin. La compression au niveau du ventre. La position va faire que tu mets vraiment toute ta partie digestive excessivement sous contrainte. Donc tu as à la fois la contrainte de t'alimenter, parce que tu brûles beaucoup de calories, et à la fois tu peux pas mettre n'importe quoi dans la machine, parce que tôt ou tard tu finis par le payer sur la digestion.
Donc tout cet équilibre-là et le respect du biotope aussi, de toute la partie intestinale, elle est super importante. Moi j'en souffre beaucoup aussi parce que en plus ça évolue avec le temps, ça peut évoluer en fonction de ce que tu as mangé sur les semaines précédentes. Et c'est essentiel parce que si tu n'as pas de fuel, c'est ça la magie de ce sport. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de potion magique, ça s'éteint. Et tu es obligé de t'arrêter. T'as déjà eu ces sensations-là, Cédric? Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai testé. Hein. Il y a des En fois, entraînement comme le disait Laurie. T'as fait des séances d'entraînement sans t'alimenter pour voir? Non, pas forcément, mais des fois c'est arrivé où en impro on n'a pas tout le temps ce qu'on veut. Et bizarrement on tient quand même vachement longtemps, mais c'est clair que les performances elles baissent et puis la fatigue arrive et au bout d'un moment il faut un certain temps pour que ça revienne. Ouais. On verra. On va essayer d'éviter ça. On va voir si tu as retenu les leçons durant ce Bikeman France. Je vous libère, Cédric et Lauriane. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. On vous souhaite bonne course. On va vous suivre. Hein. Et puis bien sûr, tiens, si vous connaissez votre numéro de dossard, petit test avant de partir. C'est quoi ton numéro de dossard, Lauriane? 373. Et toi, Cédric? 296. 373 pour Lauriane, 296 pour Cédric. Vous pourrez les suivre sur le live tracking de Owaka. Le lien de ce live tracking sera dans le bio de cette vidéo. Et vous pourrez suivre leur performance et on leur souhaite bonne chance évidemment. L'essentiel étant d'arriver jusqu'au bout. On va passer maintenant à la prochaine thématique de cette émission. On va parler plutôt du parcours en détail. Axel, on rappelle, c'est 1000 km, 20 000 mètres de dénivelé positif à terminer en 120 heures, 5 jours maximum. Un parcours avec 2 checkpoints, le premier à Venasque, le deuxième à Vars. Et on va parler de ça avec nos 2 nouveaux invités. Bienvenue à vous 2. On commence par toi, Benoît. Bonjour. Benoît Merchez, que vous connaissez si vous suivez le Bikeman. Ça fait combien de courses déjà que tu participes? C'est le 5e. Le 5e Bikeman pour Benoît et le 2e Bikeman France, tu l'avais fait en 2021. 2021. Et Pour 40 ans. Pour tes 40 ans. Puis, ouais, et puis depuis on revient. Hein. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Et à tes côtés, il y a Charlotte. Bonjour. Charlotte Dame. Moi, c'est mon premier du coup. Bienvenue dans la Bikeman Family, comme on dit. Merci. Première course ultra aussi pour toi? Première course, ouais. D'ultra. Et comment tu te sens là? À quelques heures du départ maintenant? Un petit peu stressée, mais je réalise pas trop pour l'instant, je pense. Et on verra. Des fois, faut pas trop réfléchir. Exactement. Je fais pas de pronostic ni quoi que ce soit. Donc on va parler du parcours, comme je le disais. J'imagine que vous l'avez un petit peu étudié tous les deux. On commence par toi, Benoît, vu que tu l'as déjà fait, même si évidemment il y a eu des petites améliorations. C'est sûr. Quelles sont les difficultés, toi, que tu as, ou en tout cas les points qui attirent ton attention sur ce parcours? On commence par la fin. Si tu veux, si tu préfères. Kilomètre 950, col du Buis. Tout ce qui est avant, c'est plat. Voilà. Donc le col du Buis, sur la carte que vous voyez à l'image, il est après le col de la Bonnette. Hein. C'est la portion entre le col de la Bonnette et la ligne d'arrivée au Canet. C'est ça. C'est le passage sur les départements des Alpes-Maritimes. C'est quand on pénètre sur les Alpes-Maritimes, là, littéralement, on pénètre dedans. Il y a un col. Alors sur les précédentes éditions, tout le monde nous parlait du col du Buis. Mais c'est marrant parce que tu n'en parles pas beaucoup, toi, Axel. On parle beaucoup du Mont Ventoux, du col de la Bonnette. C'est important de garder des ingrédients et de teaser jusqu'au bout. Moi, j'aime beaucoup sur les parcours qu'il y ait des surprises tout au long des parcours et que même jusqu'à la fin, on puisse continuer de surprendre. Et je pense que le Buis, pour toutes celles et ceux qui l'ont fait, tu t'en souviens toute ta vie de ce col. Parce que ce soit après 1000 bornes ou après 10, inoubliable. Tellement il est à la fois difficile, impitoyable, mais en même temps, il recèle quelque part de tous les ingrédients qu'aiment les cyclistes. À savoir qu'il y a un pourcentage en prise qui est extrêmement important. Ça débande pas jusqu'en haut et tu as même des erreurs actuellement en termes de carto avec Garmin ou Strava qui te donnent, faut pas croire Garmin parce que quand il dit c'est bon, c'est terminé, en fait il te reste encore presque 3 kills pour arriver en haut. Et tu es en prise tout le long. Vraiment tu pénètres sur les Alpes-Maritimes et ça te demande un effort tuant. Mais il est beau, très très beau. Mais avant ça, il y a quand même le Ventoux, la Bonnette, tout ça, Benoît. Oui, il y a le Ventoux, Bonnette, Vars aussi, Couilleul aussi, qui est pas mal. Il faut pas le mettre de côté, la Couilleule. Hein. Est-ce qu'ils font mal? Le plus dur, c'est le Ventoux, de tous. Ouais, c'est le Ventoux. Clairement. Pourquoi? Déjà, il arrive après 500 km, pratiquement. Et en termes de ratio dénivelé, distance dénivelée, pardon, je pense que c'est le plus dur. C'est le plus dur. Charlotte, toi, le parcours du Bikeman France, tu as déjà emprunté des portions ou c'est de la découverte totale? Alors, je connais le Ventoux. Tu l'as déjà fait? Ouais, j'avais fait les 3 côtés dans la même journée.
Du coup, ça va. Enfin, il est difficile, mais je trouve pas que ce soit le pire que j'ai pu que j'ai fait. Après, Est-ce que tu l'as fait avec quasiment 500 km dans les jambes? Non, voilà. Et puis pas chargé aussi. Donc il y a ça qui joue. Après, la Bonnette aussi, je connais. Tu l'as déjà fait aussi? Ouais, je l'avais fait une fois en vélo de voyage d'itinérance. Et après, la vallée de la Tinée, je connais aussi. Mais je l'avais fait dans l'autre sens, en montant. Et après, le reste, c'est de la découverte. Et quand tu as vu le parcours en t'inscrivant, t'as pas été trop effrayé? Non, après, en fait, ce qui va plus m'effrayer, c'est l'accumulation de tout l'école et la fatigue, gérer la fatigue, tout ça. Mais sinon, il n'y en a pas un en particulier qui me fait peur. Le Buis, par contre, il a l'air assez costaud. Et j'ai regardé un petit peu tout à l'heure sur Internet ce qu'ils en disaient. C'est vrai qu'il y a des bons passages avec plus de 16% de moyenne, je crois que j'ai vu. Donc ça, je pense qu'il va envoyer. Il y a la petite stat que Benoît m'a rappelé tout à l'heure sur le col du Buis, les 4 derniers kilomètres. C'est combien la moyenne? C'est entre 12 et 14, je crois, de moyenne. Donc 4 km entre 12 et 14. Hors catégorie et plus. Ouais, il faut un piolet. Hein. Pour ceux qui l'ont, il faut aller acheter un piolet ce soir et ça sera très utile demain ou après-demain. Ouais. 4 km quand même pour ceux qui font du vélo, c'est à plus de 10%, c'est une éternité. Hein. Avec combien dans les jambes à ce moment-là à peu près? Il y a 950, 700, 800, Ouais, 950. de bornes. Là. Ouais, il y a 950 bornes. Ça va piquer. Et pour revenir un peu à ce parcours, Charlotte, tu l'as analysé en détail pour repérer des points de ravitaillement, des points d'eau ou Non, pas du tout. pas jusque-là, pas poussé jusque-là. Non. C'est vraiment à l'aveugle. Je vais voir au fil des kilomètres. Ah, c'est feeling total donc. Total. Je sais pas où je vais dormir quand ça. Enfin, vraiment, je vais voir à l'instant et quand j'aurai besoin de trouver de l'eau. Enfin, j'anticiperai un peu, mais non, je sais rien du tout du parcours. C'est volontaire ou c'est parce que t'as pas pris le temps Non, c'est volontaire. pour vivre une aventure totale? Ouais, du coup. voilà, je me mets pas de stress. Je me dis. En fait, je pense que plus on prévoit, plus on anticipe et moins ça se passe comme on avait prévu. Et du coup, au moins là, il n'y a pas de déception. Et voilà. Ça, c'est vrai que tu peux confirmer, Benoît. On a toujours le plan A et on finit avec le plan D. Oui, oui, parce que le plan A, au contrario de Charlotte, moi j'ai tout repéré par contre. Épicerie, boucherie, J'ajoute un détail là-dessus. fontaine, j'ai tout dans le Garmin. Je sais où ça se passe, quand ça arrive. Et oui, ça peut être le plan A, on peut prévoir. Mais il y a même le plan B et le plan C des fois ne fonctionnent pas et on arrive au plan D. Ouais. Axel, tu voulais rajouter quelque chose? C'est notre meilleur vérificateur de traces. Précisément, Benoît analyse tellement le détail des traces avec chaque virage que j'en profite pour le remercier de vive voix parce qu'on discute souvent sur les réseaux. Mais il regarde avec une très très grande précision. Il voit des endroits où il y a une petite courbe, ça passe pas dans le virage. Il pose la question comment ça se fait et on marque un point d'honneur à essayer de travailler les traces au plus précis pour que quelque part on n'ait pas à se poser la question quand on est en train de faire la course, qu'on puisse suivre le GPS pas aveuglément, mais que voilà. Parce que les parcours sont quand même bien alambiqués, le réseau secondaire français est très beau, mais il n'est pas simple à suivre dans plein d'endroits. Et pour le coup, j'imagine que tu utilises l'application qui permet d'avoir le listing de tes points d'eau. C'est ça. Donc on pousse à l'extrême la préparation du parcours. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Benoît, parce qu'en plus, des fois, on échange quand moi je participe sur les courses. Et ouais, il a tout ce côté préparation qui est très très méticuleux. À la fois côté parcours, alimentation, point de ravitaillement, météo. Il a l'habitude d'analyser tout ça pour prendre les bonnes décisions et pas s'engager en difficulté dans des endroits où potentiellement il peut prendre trop de risques. Donc une petite astuce, il existe une application qui répertorie tous les points d'eau. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. D'accord. Il y en a une en particulier que j'utilise, je ne sais pas si on peut la nommer. Elle est efficace? Bon, tu peux la nommer. Oui, pour moi elle est efficace, ouais, parce que il y a même des fontaines qu'en regardant sur Google Street View qu'on n'arrive pas à trouver. Quoi. Donc elle est vraiment efficace. Ouais. On peut la nommer parce qu'on va nous la demander dans la description. OSMAND. Osman. C'est l'appli. Très bien. Notez-le, les amis. Pour les futurs participants au Bikeman, il y a des petites astuces pour repérer les fontaines et ça, c'est appréciable quand on n'a plus d'eau. Ouais. Mais si pour. on n'est pas en plan sécheresse. Si on n'est pas en plan sécheresse, ouais. Si on n'est Et pas en si plan les fontaines ne La sont pas fontaine coupées. peut être sur le plan et nommée, mais elle n'est pas Il y a plus d'eau. forcément vérifiée. Surtout qu'on est en plan. Ici, j'ai vu qu'on était en plan canicule, donc je ne sais pas si les mairies vont couper les robinets. Il faut se méfier quand même, il ne faut pas compter à 100% dessus. Voilà. Mais pour revenir à ta préparation des parcours, le fait que tu analyses en détail, c'est une leçon que tu as tirée de ta précédente participation ou c'est une méthode que tu appliques tout le temps?
Non, depuis mon premier bâtiment, j'ai toujours fait comme ça. Bon, j'ai rajouté des choses sur les checks, mais ouais, les fontaines et les épiceries, c'est ce que je regarde en priorité. Ouais. Tu utiliseras peut-être l'application pour repérer les points d'eau, Ouais, je vais Charlotte ? peut-être l'installer ce soir, on va voir. Ça peut être une bonne idée, ouais. Au cas où, ouais, parce qu'on prévoit quand même beaucoup de chaleur. Hein. Oui. Donc, tu confirmes, Axel ? Des chaleurs aussi C'est où importantes sur que ce l'année parcours, c'est où les chaleurs les plus fortes selon la météo que tu as regardée ? C'est sur l'ensemble du parcours où il y a des portions Le parcours, vu plus la chaudes. variété et la localisation, on a déjà tous les massifs où au pied, ça va être une fournaise. Si tu prends dans l'ordre, parce que c'est un massif, les Préalpes, on est au pied des Préalpes et il fait chaud, hein, il fait plus de 30 degrés. Au pied des gorges du Verdon, c'est pareil, sur la route des Crêtes, ça va être un cagnard. En plus, il y a la partie géologie, quoi, le cadre des gorges qui va faire qu'il va faire une chaleur très forte. La Sainte-Baume, la Sainte-Victoire, c'est pareil, c'est des massifs qui sont même certes ombragés, mais qui créent un peu un phénomène d'effet de serre. Le Ventoux, pareil, avant le Chalet-Reynard, ça va être un enfer. Ouais, tout le long du parcours, on est sur la région sud, hein, c'est la région du soleil. C'est aussi pour ça, je pense, que les participantes et les participants sont heureux de se retrouver. On est là pour le soleil et clairement, juste après l'équinoxe, après le 21 juin, ça permet d'avoir moins d'épisodes orageux, donc plus de sécurité pour les participants. Par contre, c'est au prix de très forte chaleur. Ça ajoute quelque part une gestion supplémentaire à avoir sur l'épreuve parce que clairement, on va avoir des surchauffes potentielles qui peuvent arriver très rapidement parce que si tu regardes pas combien tu consommes d'eau, si tu te refroidis pas le corps correctement, parce qu'on pense à hydratation, mais on pense rarement à refroidir le corps qui essaye de toujours travailler pour te maintenir à 37 degrés. Hein. Donc si dehors il fait 45, il doit essayer de baisser en permanence la température, donc il faut l'aider. Qui est à la fois prendre du liquide, mais également s'humidifier, se mouiller au bon moment. Pas se déshydrater en sels minéraux non plus parce que bon, il y a toute une stratégie hydrique qui est vraiment intéressante pour le coup, ça permet d'apprendre sur le corps et de savoir affronter pas des conditions qu'on a eu l'habitude d'avoir avant sur la série avec le désert, Sultanat d'Oman et ainsi de suite, mais très proche parce que il va faire très chaud. Ouais. Ça peut être avantageux ceux qui aiment bien rouler la nuit pour éviter la chaleur. Tu comptes rouler un peu la nuit, toi, Charlotte ? Je vais essayer. Après, dans le passé, j'ai jamais roulé la nuit. Donc pour moi, ça va être une première. Mais ouais, mon but, c'est peut-être plus faire des siestes la journée pour éviter les grosses chaleurs et puis compenser la nuit. Mais après, une fois de plus, je veux pas faire de plan. Je veux voir. Tu t'es fixé quand même un objectif en termes de temps pour finir la course ? Non, mais j'aimerais bien faire en maximum 4 jours. Mais bon, après. Donc avec une arrivée prévue le jeudi, donc. Voilà. Moins de J'aimerais bien. 96 heures. Dans l'idéal. Et après, peut-être que je vais mettre plus. L'idéal de l'idéal, c'est d'arriver. Et puis, ouais. Déjà, finir, ça serait déjà bien. Voilà. Ah, donc ça va être un apprentissage accéléré pour toi, cette course. Ouais, voilà. En fait, j'ai déjà beaucoup fait de voyages à vélo, mais j'ai jamais fait en challenge sur condensé, quoi. En format compétition. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une grande première. Donc, c'est pour ça que mon but, déjà, c'est de finir. Mais si je peux faire en 4 jours, ça serait vraiment bien. Ouais, et puis elle a la plus belle école. Le voyage à vélo, c'est la plus belle école Exactement. pour ce type d'épreuve. C'est généralement des vélos, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, beaucoup plus lourds, beaucoup plus de matos. Le caractère autonomie il prend des proportions encore plus importantes parce que tu as moins de distance que tu peux parcourir parce que le vélo est beaucoup plus lourd. Ouais. Tu as toute la partie gestion, les conditions climatiques. Généralement, tu n'as pas le choix, tu es obligé de foncer dans l'orage. Enfin bref, c'est la meilleure école. Généralement, ceux qui viennent du voyage à vélo, il n'y a pas de souci. C'est un format condensé ultra pour le coup, mais qui permet de vivre l'expérience du voyage sur un format beaucoup plus condensé. Ouais, mais après, pour toute la partie prépa... C'est une très très bonne école. Je sens que ça te rassure un peu. Ouais, je pense que ça va me servir. C'est même sûr. Mais c'est vraiment la nuit, quoi. Gérer le sommeil, c'est ça qui va être le plus compliqué pour moi, je pense. La nuit, c'est pas un problème pour Benoît. N'est-ce pas, Benoît ? Toi, tu roules la nuit. Je roule un peu la nuit, ouais. Mais la chaleur, il me semble que t'aimes pas trop ça. Ou ça te gêne ? Non, ça va. Au Portugal, j'ai bien géré, je trouve. Au Portugal, on avait quand même 10 degrés de plus, hein, donc je trouve que j'ai bien géré, ouais. Il a fait très très chaud. Ouais. Il a fait très très chaud au Portugal, ouais. Toi, ton objectif, c'est pas 4 jours. C'est de finir. Non, te moque pas de nous. Tu fais toujours le modeste et puis après, on te connaît. Non, mais voilà. Non, le premier objectif, c'est de finir. Il y a 2 ans, je l'ai fait en 60 heures et 50 minutes, je crois, de tête. J'ai fini 9e. Mais je m'étais arrêté à l'hôtel. Là, je vais pas m'arrêter à l'hôtel. Sauf s'il y a intempérie. Voilà. Donc ça va rouler la nuit. Ça va rouler la nuit.
Avec un temps de sommeil minimum. Avec un temps de sommeil minimum. On va essayer de pas dormir. Après, jusqu'à 50 heures, ça va. Au-delà de 50 heures, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Petit point matériel. Quel vélo tu emmènes, Benoît? Parle-nous de ta configuration. Le même que j'utilise depuis 2 ans. Depuis l'achat de... J'ai acheté un vélo il y a 2 ans pour... je sais pas si je peux dire la marque du coup. Si, tu ouais. peux. Oui, donc c'est un SP qui est plutôt typé gravel. Et j'utilise le même vélo depuis que je suis inscrit au Biking depuis 2 ans. Donc la transmission, parce que nous on Électrique. le connaît, mais ceux qui nous regardent, ils ne le connaissent pas. Électrique. Vous voulez le Ouais. le braquet. Donne un peu de détails pour les Voilà, spécialistes je qui suis nous en- regardent. On a vu dans les commentaires qu'il y en a beaucoup qui réclament les configurations. Pour savoir. J'ai 50-33 et 10-33 derrière, voilà. Avec un rapport de 1. Et c'est toujours cette configuration-là que tu gardes sur tous les Bikeman que tu fais? Oui, Ça passe parce partout que- pour toi. Oui, parce que j'ai l'habitude d'utiliser plutôt un vélo un peu plus léger aussi quand je suis sur des développements un peu plus serrés. Mais comme là, il y a le poids du vélo, il y a le poids des vêtements en plus, la sacoche et des outils. Voilà, un rapport de 1 pour moi c'est bien. Même dans le col du Buis, ça devrait passer. Et Pas pour, pour dire ça à la maison. Hein. c'est pas un pas. bon conseil, ça. Ouais. C'est pour les pros, ça. Et pour toi, Charlotte, c'est quoi ta configuration de vélo? Alors Ton moi, poids à peu près et tes transmissions? Donc moi c'est un vélo de route Giant. Après je suis en triple plateau 10 vitesses. Après je connais pas trop. Si je sais que je suis en 52-11, mais le reste je vais dire des bêtises. Donc j'en dis pas plus. Et je dois faire là sans l'eau j'étais à 14 kilos, presque 15 kilos chargé. D'accord, Et dans la non moyenne. chargé, je suis à 9,5 je crois. Truc de à peu près. D'accord, dans la moyenne. Au triple plateau, normalement, tu vas avoir pas mal de braquets par rapport à Benoît. Ouais. Ça, Oui. c'est pas mal. Il va avoir plus de plage pour pouvoir grimper. Benoît, un facteur de 1. Encore une fois, pour les personnes qui ne connaissent pas trop la formule, c'est le nombre de dents que tu as à l'avant sur ton plateau que tu divises par le nombre de dents de ta cassette. Si sur la plus grande cassette à l'arrière et ton plus petit plateau, tu as un ratio de 1, c'est-à-dire que tu vas parcourir 1 mètre en pédalant avec le vélo. Moi, ce que je recommande, c'est que tu puisses descendre à 80 cm ou 70, idéalement. C'est très compliqué parce qu'il faut arriver à travailler sur des transmissions qui sont un peu personnalisées. Mais avec du triple plateau 10 vitesses, je pense qu'elle va bien s'en sortir. Donc Charlotte a gardé de la marge pour les monter là. Charlotte a de la marge pour les monter. Benoît, bon, il est aussi très léger, hein, il est super affûté. Il a quand même un indice de masse graisseuse qui est assez bas. Et très léger. Il est très léger. Mais voilà, moi, si je devais donner une recommandation générale, il n'y a jamais trop d'amplitude. Parce que quand tu es fatigué, quand tu es dans le dur, c'est bien de pouvoir quand même faire pédaler en cadence avec de la souplesse, quoi. Technique du voyage à vélo, moi je viens de cette école-là aussi. J'avais un triple plateau pendant des années, un 44, 32, 24, je crois, un truc comme ça. Donc j'avais 24 dents à l'avant sur le petit et 34 à l'arrière. Bah, ça me permettait de passer partout avec un vélo qui faisait 60 kg jusqu'à du 16%. C'est lent, mais ça permet quand même de conserver une cadence et pas t'abîmer les articulations. Vélo de 60 kg à 16%. Ouais, c'était la limite. En fait, au-delà de 16% sur de l'asphalte, avec 60 kg de matériel, vélo inclus bien sûr, j'étais obligé de mettre pied à terre. Mais ça donne une idée en fait de la souplesse, parce que tout ça c'est lié à la transmission. Plus tu as de souplesse, mieux c'est, et moins tu t'abîmes quelque part. Je suis pas en train de dire que Benoît s'abîme, hein, mais pour plein de gens, il vaut mieux privilégier la souplesse pour être tranquille et pas s'abîmer sur ce type d'épreuve. Donc j'imagine que c'est ton idée, hein, Charlotte, d'avoir de la marge dans les ascensions les plus Ouais. raides. Moi, je suis vraiment bien en triple plateau. Là, je choisis. J'ai un peu l'embarras du choix, quoi. Si je veux essayer de mettre plus de braquets, bah, je me remets en plateau intermédiaire. Mais sinon, je joue l'économie et je me mets en petit plateau et ça y va tout seul, quoi. Jusqu'ici, c'est passé en tout cas. Oui, voilà. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça devrait passer encore. Pour revenir à faire un petit point sur le parcours, donc c'est départ Le Canet CP1 jusqu'à Venasque, Bennett Bike, au bout de 440 km. 440 km, 438. 438 précisément. Exactement. Voilà, on voit le parcours, 438 précisément. Ensuite, de Venasque à Vars, il y a 300 km. Oui. Et de Vars à la fin, bah, il nous reste moins de 300 du coup. Oui. Un peu moins. On a des grands massifs en fait sur la description de ce parcours. Entre La première partie entre le départ et le CP1, c'est quand même assez long, hein, comparé au Bikeman en moyenne générale, non?
C'est long, il y a beaucoup de typologies de routes différentes en termes de massif. On a à la fois du col pur comme le départ, qui a un sacré pétard après le rond-point de Coluche pour les personnes qui connaissent l'endroit, parce que c'est un lieu symbolique de la Côte d'Azur. Il y a le col de l'Aicre qui est vraiment un col alpin. Une fois que tu as franchi ça, la prochaine étape c'est la route des Crêtes dans le Verdon qui est impitoyable, elle est magnifique, elle est splendide, mais vraiment à vélo elle est très très difficile. Parce que c'est pareil, c'est un relief très particulier de gorge, donc c'est assez irrégulier, il y a des pourcentages élevés également, c'est très chaud parce qu'il y a une géologie calcaire qui est extrêmement, voilà, ça réverbe beaucoup, donc il fait très très chaud. Puis derrière il y a l'enchaînement des massifs Sainte-Baume, Sainte-Victoire qui sont pas cadeaux non plus, parce qu'il y a quelques petites pépites là-dedans, notamment l'Espigouillier, qui est le petit galibier du coin là. Même s'il est ombragé, il n'est pas facile. Pour après faire la longue approche. À mon sens, elle est longue parce que tu as pas mal de bornes pour arriver au Ventoux, au pied du Ventoux, parce que Vénas, c'est vraiment avant d'ailleurs le départ du Ventoux, où là, clairement, tu arrives sur le monstre au bout de 440 bornes. Et le tronçon CP1, CP2, il ne faut surtout pas le négliger parce que même si sur le papier, il n'y a pas de col, il est très long. Oui. Il est très long, il y a la Drôme provençale, il y a les gorges de la Méouche qui sont super belles, il y a le col de la Mort qui est également difficile. C'est pas un tronçon qui est cadeau pour rejoindre Embrun, parce qu'en plus on passe par une partie du parcours de l'Embraman. Bref, c'est arriver à Vars, ça marque aussi. Et les 300 km qui séparent le CP1 CP2 sont vraiment difficiles, donc il faut gérer à mon sens pour après attaquer le dernier tronçon très solide. Donc tu conseilles d'en garder sous la pédale avant le dernier tronçon CP2. Bien sûr, parce que c'est un des tronçons pour nous les plus difficiles de tout le championnat, parce que tu as col de Vars, Bonnette, qui est le col le plus haut d'Europe, Couillol, qui est une saloperie, il est très très dur, il est vraiment dur, très dur, parce que depuis le départ jusqu'en haut là c'est infernal pour rejoindre Valberg. Après tu as une récompense parce que tu as les gorges du Daluy qui sont très très belles, les gorges rouges, mais il fait très chaud, parce que du coup géologie un peu féreuse, il fait très très chaud là dans les gorges, vent de face généralement, donc en plus tu te déshydrates très facilement. Hydratation dans ces gorges là c'est un gros sujet, pour arriver après sur Entrevaux, médiévale très très belle, et là c'est pareil, il y a une petite route dans des gorges là pour accéder au col du Buis où il fait super chaud dans ce canyon là, il fait très très chaud, géologie calcaire aussi, pour rejoindre les Préalpes au Buis, et du Buis jusqu'ici jusqu'au Canet il en reste un ou deux, il y a 2-3 pétards qui restent pour accéder au Canet quoi. Donc c'est le dernier tronçon, c'est un des plus durs de toute la série. Ça te donne envie, Charlotte, Ah ouais, totalement. quand tu l'entends parler? Ah carrément, ouais. Impatiente de commencer. Quel est ton numéro de dossard, Charlotte? Petit contrôle surprise. 318. Et toi, Benoît? 366. Toi aussi, t'es impatient d'y aller? Oui. On va te suivre, Benoît. Il l'a pas dit là, mais je vous le dis, il m'a annoncé un top 5 derrière la caméra. Mais je dis pas ça pour te mettre la pression. Si, mais à chaque fois tu fais pareil, donc. Mais je sais pas. Je sais pas. Tu nous dis je pars tranquille et après au CP1 t'es dans les premiers. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas Max quand même. Il avait annoncé qu'il voulait battre le record de Laurent Bourset au Portugal, et tout le monde l'avait suivi. Et c'est vrai qu'on était arrivé au CP1 avec 28 ou 29 de moyenne. Là, il n'est pas là. Donc c'est bon, normalement tu vas être tranquille. Laurent, il a abandonné au CP1. Voilà. Rideau avant le Ventoux. Ne jamais s'enflammer au bout de la première journée. Il faut toujours le répéter. C'est la journée de Lego. Voilà, c'est la journée de Lego. Ouais. C'est la journée de Lego, c'est le concours de Lego. C'est ça qui est super. Donc aussi Charlotte, sur ce type petit de course, conseil, si tu vois plein de gars te dépasser, C'est pas grave. reste tranquille, C'est c'est pas pas grave. Je peux les rattraper plus tard. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Bon, merci à vous d'être venus. Vous pourrez les suivre tous les deux, Charlotte et Benoît, sur le live tracking au Waka. Ils nous ont donné leur numéro de dossard. Le live tracking qui est dans la bio de cette vidéo, je le répète. Mais c'est important parfois de répéter les informations. Merci à vous d'être venus avec nous. Puis nous, on va enchaîner sur cette émission avec la dernière thématique pour parler un petit peu des... Et à demain, bien sûr. À ce lundi même. Puisqu'en fonction de l'heure à laquelle on regarde la vidéo, c'est ce lundi, 5h le départ, on le rappelle. Et on va enchaîner donc sur la troisième thématique, les enjeux de cette course, le Bikeman France 2023, avec nos deux nouveaux invités pour la dernière thématique. Merci à vous d'être venus avec nous, messieurs. Là aussi, il y a des visages que vous connaissez, d'autres peut-être moins, mais en tout cas, tous les deux ont déjà fait un Bikeman. Bienvenue à vous, Benjamin et Philippe. Salut. Bienvenue, merci. Comment ça va, les gars? Bien, en forme pour demain. Très bien. Pour le moment, tout va bien. Il fait un peu chaud, mais là, maintenant, c'est plus calme. Ça commence à aller mieux. On est en fin d'après-midi ce dimanche. Benjamin Kaufmann, Philippe Coussy.
Donc Benjamin, ça mon fait cinquième combien? Backyman, 7e Non, 5e. Ah, 5e. Donc voilà. Ça commence à faire un bon petit nombre. Hein. Ouais, j'en parlais tout à l'heure, c'est 5e, donc ça va être chouette. Mais le Bikeyman France, tu l'as jamais fait? Si, retour. C'était mon premier. Ah, le tout premier. Bikeyman en 2021 et donc retour. J'ai entendu Axel dire qu'il ne faut jamais revenir sur un Bikeyman parce que après on a son temps et on veut forcément battre son temps. Mais bon, je prends le risque. Et puis comme Axel, c'est la maison. Alors lui, vraiment ici le Canet, moi c'est la maison, c'est la région, vu que je viens de l'autre bout de la région, au pied du Ventoux. Et donc du coup, c'est un plaisir de faire ce Bikeyman de ma région. De retour aux origines pour le Bikeyman Origine. Petit jeu de mots gratos. Et toi, Philippe, toi aussi, tu es un ancien du Bikeyman? Oui, c'est mon 4e Bikeyman, donc un seul de terminé jusqu'à présent. Donc j'espère que ça en C'était fera lequel? Le Portugal l'an dernier, où j'ai fini 9e. Donc j'ai eu le virus, moi, en 2021, j'étais au Portugal, je n'ai pas pu le finir à cause d'un casse de rayon en roue avant. Donc, et puis l'Euskadi l'an dernier, qui était le 3e, et que j'ai pas terminé, que j'ai abandonné Irati avec des crampes partout, que j'ai eu cette année au Portugal, les mêmes symptômes, mais j'ai quand même réussi à terminer. Et voilà, je suis venu donc en espérant ne plus connaître ce problème de crampes pour m'adapter à ce genre de... Le défi surtout, c'est de passer ce... Je viens d'un autre sport, on parlera tout à l'heure, mais qui était le roller d'endurance, et j'ai pas connu ces problèmes-là, et vu la longueur de l'épreuve, je rencontre des traumatismes que je connaissais pas auparavant. Ah bon, on peut en parler tout de suite. Toi, tu as un passé de spécialiste du roller. Explique-nous. Tu es une vedette dans cette discipline. Distance, oui, alors oui, j'ai fait des records mondiaux. Tu faisais la longue distance, mais en roller. Oui, qui est pas mal. J'ai commencé par des distances formatées sur 1 heure, puisque je suis un ancien de la Fédération française de cyclisme. On nous a formaté, un peu du FOLEP et tout ça. On est formaté sur des courses de 60, 80, 100 km, 120 maxi. Le roller, on nous a formaté sur les courses d'1 heure. Et puis en 2002, il s'est créé une épreuve d'endurance qui part... Tony Mogis, qui était les 24 heures du Mans roller. Et c'était par équipe à l'époque. Et quelques années plus tard, il y a d'autres catégories qui sont créées, la catégorie duo, la catégorie solo. Et la solo, tout de suite, ça m'a interpellé. 24 heures en solo, on croyait ça impossible. Donc on était sur des distances de 300, 400 km modestes au début. Et puis moi, quand on a passé la barre des 500 km en 2005, je me suis dit, c'est pour moi un jour. Et en 2008, j'ai fait 579 km. Donc c'est la meilleure performance mondiale drafté, puisqu'on court en groupe, plus ou moins, en solo des fois vraiment la nuit, et on draftait le jour, donc on va beaucoup plus vite. Et puis jusqu'à passer la barre des 600 km à Montréal en 2012. 25 de moyenne sur 600 bornes sur le circuit Gilles Villeneuve. Et puis au Mans, j'ai remporté 3 fois les 24 heures du Mans en solo et 4 fois en roller bien sûr, et 4 fois, pas en vélo, parce qu'il y a aussi l'épreuve vélo, et 4 fois l'épreuve des 24 heures de Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve, entre 2008, 2009, 2011 et 2012. Alors est-ce qu'il y a des comparaisons que tu as vues entre la longue distance en roller et en vélo par exemple? Ça peut paraître bizarre, mais entre les 24 heures roller, on croyait atteindre le maximum de ce qu'on pouvait supporter le corps humain. On en est loin, vraiment on en est loin par rapport à ce qu'est un Bikeyman. Ah non, ça n'a rien à voir. Franchement, un Bikeyman, au-delà de... Jusqu'à 24 heures, ça va. À partir de 36 heures, il se passe des choses dans l'organisme, dans les crampes, etc. que j'ai, qui ne se produisaient pas dans les 24 heures que je disputais avant. Donc je réapprends vraiment, j'apprends tout. Je croyais tout connaître de l'endurance de manière prétentieuse dans le roller. Après les records, puis le record officiel des 24 heures que j'ai battu en solo à Lyon en 2009, ça aussi, bon, c'est pareil. Alors que j'en suis loin, et demain, mon défi, c'est de terminer 65 ans cette année, 65 heures. Ah, bah t'annonces la couleur. J'annonce la couleur parce que faut que ça ait un sens, et puis je sais pas, à mon âge je vais faire une carrière. Je viens découvrir, plus ça va, je suis de plus en plus excité de prendre le départ d'un Bikeyman, même si je suis revenu sur le Portugal cette année pour la 3e fois. Je suis tombé amoureux de Faro, de la région, de l'Algarve, de l'Entège, et je reviendrai l'an prochain. C'est la première de l'année. Pourtant Axel dit ne venez pas sur... moi c'est la 4e fois que je ferai le Portugal en 2024. Et n'écoute pas tes conseils? Non, ça me prend au trip. Ça me prend au trip.
Bon, 65 heures. Ici, c'est vrai qu'on le rappelle quand même autour de la table, il y a de l'expérience et du niveau. Parce que Benjamin, toi aussi, tu vises un top 10. Moi, j'ai 30 ans, 30 heures. Ah mince, ça marche pas. ça risque de se compliquer. Mince. Ouais, après, toujours top 10, un truc de classement, ça dépend de tout le reste. Moi, c'est plutôt pareil, je parle souvent en termes de temps. Et moi, mon temps, il y a 2 ans, j'avais fait 66 heures, mais t'es quand même pas mal arrêté. J'espère aussi avoir un peu progressé dans la gestion au-delà des arrêts. Et donc, ouais, c'est faire moins de 60 heures. Enfin, voilà, c'est un chiffre rond, c'est très bien. Et globalement, je pense que si je fais moins de 60 heures, je suis moins du top 10. Donc oui. Si vous étiez tous les deux au Portugal et vous revenez tous les deux au Bike Iman de France. Exactement, mais on est beaucoup au final. On est beaucoup à faire cet enchaînement. Réponse mercredi de si ça se passe bien ou si c'est un peu compliqué. En tout cas, si vous passez la ligne d'arrivée, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous intégrez le classement général de la saison Bike Iman Origin. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à l'esprit ? Non, pas vraiment par rapport à ceux qui visent le classement comme Lauriane en parlait sur de l'interview. Moi, absolument pas. Ça ne me dit rien d'être classé dans un... Non, je sais que je ferai encore le Scadi en septembre, mais c'est absolument pas le but de me classer dans le classement général de cette époque, de ce challenge. Tu veux dire que tu ne l'as pas à l'esprit, mais non. J'imagine que c'est que si tu vois par exemple que tu es dans le top 5 du classement général, ça te fait plaisir. Top 5, évidemment, ça fait un plaisir. Mais quand on voit le beau monde qu'il y a devant, je parle pas seulement de l'âge que j'ai, qu'ils ont. C'est le niveau, voilà. Et avec l'âge, enfin avec la distance sur 1000 km, l'âge, c'est encore comme le fossé homme-femme. Quand on voit les performances des femmes, plus la distance devient longue, plus le fossé se resserre entre l'homme au niveau de la performance en chrono, jusqu'à s'inverser dans les conditions extrêmes, comme par exemple récemment sur la Ross à Cross America, où c'est une femme qui gagne. Je considère que j'ai le même... moi, c'est pas parce que j'ai 60 ans passés, 65, je suis en retraite, que je vais renoncer à de l'ambition à affronter les plus jeunes. C'est pas ça que je veux, mais je m'aperçois que sur le long, l'écart, sur une course d'1 heure, sur une course FFC de 100 bornes, je vais me faire larguer, mais comme un planeur, mais sur un ultra, l'écart, il sera moins ridicule. C'est intéressant ça, hein, Axel. Tu l'as déjà remarqué, toi, j'imagine, avec les nombreuses courses que tu as organisées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une lutte contre le temps. Ah oui. Qui est en train de se dérouler sous nos clair. yeux. On a un trentenaire et un Sexa qui se disputent un défi, et quelque part, c'est ça l'ADN du Biking Man. C'est-à-dire que c'est la chance que l'on a justement de décloisonner un peu la pratique du vélo et de la longue distance pour qu'on ait la chance de rassembler des profils de tous les âges. C'est l'ADN, tu le sais. C'est quelque chose, c'est vraiment le fer de lance, que ça reste accessible et qu'on ne soit pas juste avec que des machines entre guillemets professionnelles, mais qu'on ait la possibilité d'avoir sur la ligne de départ une Lauriane qui va viser vraiment le top 3 de l'ultra performance, du top 10, parce que c'est pas facile, mais ça permet toujours de se challenger et d'aller chercher la montre, le chrono, et puis du Sexa qui a quand même encore envie de se défier, parce qu'on sent chez Philippe que voilà, il est piqué, il aime bien la discipline, mais je pense qu'il y a encore l'esprit compétiteur et ce chronomètre, on court tous après la vie et après le temps en ce moment. Il ne faut pas oublier que c'est 60 heures, 66 heures de temps pour eux, où tu pédales. Tu es dans un univers extraordinaire, avec des routes extraordinaires, tu es avec le vélo, seul et avec tes proches, généralement en tête. Et c'est des moments, si vous réfléchissez à... C'est quand la dernière fois que vous avez passé vraiment 60 heures ou 66 heures pour vous, à certes faire un effort, mais avoir les yeux ouverts et les sens ouverts à 360 degrés, c'est finalement un privilège qui s'offre. Et je suis heureux de voir que les jeunes, comme je vais pas dire les vieux, parce que sinon Philippe il va me demander de m'inscrire, mais c'est super d'avoir, quels que soient les âges, cette volonté de se réserver des moments pour soi, pour pouvoir boire le paysage, comme j'aime le dire. Et le classement général, toi, Benoît, est-ce que ça compte à tes yeux? Benoît. Ça y est, ça se mélange dans ma tête. Benjamin, ça compte à tes yeux? Ouais, ça compte. En fait, ce qui compte surtout, c'est pour l'intégrer, il faut avoir fait 2 courses dans l'année. Et donc déjà, finir 2 Biking Man dans l'année, c'est déjà beau. En finir 1, c'est beau. En finir 2, c'est très beau. Donc oui, pour moi, ça compte. En fait, c'est intégrer le classement surtout qui compte à mes yeux. Parce que ça veut dire que dans l'année, on a une année bien remplie déjà. Et puis finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui a le privilège d'intégrer le classement général au final.
Alors cette année, je pense qu'on va avoir un scénario un peu particulier parce que là, on commence à avoir, avec la 3e manche qui se déroule, les gens qui sont positionnés sur le Portugal, ce qui est ton cas, et ce qui est ton cas également. Loin. Oui, mais pour le coup, ça permet quand même de pouvoir commencer à marquer des points. Et il y a beaucoup de gens inscrits sur le X, sur le Maroc. Qui est la dernière Qui est course de la dernière saison. étape, qui est la 9e étape finalement, au total, sur les 9 courses organisées. Là, il y a beaucoup de monde. Donc en fait, on a un peu les positions avec les jeux d'échecs qui se réalisent, parce qu'il y a à la fois, est-ce que je m'engage tout de suite ou est-ce que je récupère? Parce qu'on a eu des gens qui ont enchaîné Portugal-Corse. Là, il y en a qui ont pris plutôt Portugal-France. Mais il faut garder en ligne de mire que sur le X, il y a beaucoup de gens qui ont fait le Portugal ou la Corse et qui l'ont terminé et qui sont inscrits sur le X. Et en fonction de la position sur le X où il y a facteur double sur les points, là pour le coup ça peut tout changer et c'est un peu cette surprise là qu'on conserve parce que pour l'étape finale qui va être en plus je pense l'une des plus belles, jusqu'à la fin de l'année on va avoir à mon avis un record d'entrée au classement général cette année avec le Maroc, c'est sûr. Garde les secrets sur le Maroc, faut pas tout dire parce que ça va être exceptionnel les amis. Ça va être énorme parce qu'en fait on a un rendez-vous final sur la saison. Avant, c'était positionné en milieu de saison. D'ailleurs, tu as fait le X l'année dernière. Et tu étais sur le podium, il me semble, non? Troisième. Loin devant moi, punaise. Loin devant. Mais pour le coup, ça cassait un peu la saison en deux parce que c'était compliqué après de pouvoir revenir d'une épreuve aussi énorme. Parce que vraiment, le X était énorme en termes d'effort. On avait eu des conditions climatiques hallucinantes en termes de chaleur et tout. C'était vraiment très difficile. Là, on a un break qui va permettre aux gens qui veulent viser le top 10 ou l'entrée au classement général de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je me positionne sur une épreuve cet été ou est-ce que je temporise pour faire Euskadi avec comme ligne de mire au bout le Maroc. La finale, exactement. Et c'était vraiment ça qu'on cherchait à avoir avec le X et je pense que ça va être un très très beau spectacle. Point matériel pour les puristes. Quel est ton vélo, Philippe? Parle-nous de la transmission que tu as, le poids. J'ai un vélo, j'ai un cadre Eddy Merckx, donc qui est Ridley Eddy Merckx, c'est badgé pareil. C'est parce que le Cannibal c'était une série de qualité, c'est un rêve d'enfant de rouler sur un vélo comme ça, avec tout en campa mécanique. J'ai un développement, j'ai un plateau de subcompact de 30-46 et un roue libre arrière de 11-32 parce que j'ai décidé avec le Scadi de l'an dernier, les malheurs que j'ai eu, les pentes, il fallait un vélo plus adapté à où il fallait pratiquement des développements de gravel, qui pèse, qui est tout en carbone, jantes carbone 40 mm, pneus tubeless par contre, ça c'est ma concession à la modernité, pas de transmission électrique. Et puis pas de frein à disque pour l'instant, non. Patin spécifique carbone sur jantes, patin spécifique carbone sur jantes carbone. Donc je suis un peu handicapé dans les descentes sous la pluie par rapport au disque, mais le reste c'est redoutable au niveau de l'efficacité. Et puis du backpacking classique, le plus léger possible, parce que je lutte contre le poids, je suis un cycliste de formation. Configuration top classement. À la fois configuration top classement, effectivement il n'y a pas beaucoup de marge pour le coup. C'est vrai que le frein à patin roue carbone c'est un engagement, mais bon après avec l'expérience de cyclisme dont bénéficie Philippe c'est pas mal. Mais le poids c'est l'ennemi du cycliste, c'est l'ennemi de l'ultra cycliste, mais ça peut être l'ami du bikingman parce que on a un poids moyen actuel constaté sur le bikingman Origine France là, de 14 et quelques kilos. On est sur 2 fois le poids moyen d'un vélo Tour de France, puisqu'on est sur 7 kg, pour les gens qui nous écoutent. Les choix matériels sont essentiels. Au-delà du poids, derrière un chiffre, il y a du matériel qui va pouvoir te sauver dans des situations pour résister à des températures, à de l'alimentation, à du froid, sur des extrémités, les doigts, enfin bref, plein de choses personnelles qui sont extrêmement importantes pas à maîtriser, mais en tout cas à découvrir sur ce type d'épreuve. Il ne faut pas regarder que le poids, C'est pas parce que tu es léger que tu vas aller loin. Bien au contraire, il vaut mieux partir avec un peu plus de matériel, comme ça tu es content d'avoir ta petite trousse ou les petites choses, tes effets personnels, tes amulettes. Il y a des peluches des fois sur les vélos, ça paraît bête. On en a vu tout à l'heure. On en a vu quelques-unes. Bref, c'est une configuration sur mesure pour soi et pas pour les autres, et le poids c'est pour soi et c'est pas important de regarder ce que font les autres. Et toi Benjamin, c'est quoi ta configuration vélo? Je reviens là-dessus. Par exemple, moi je prends ma doudoune. C'est une concession, c'est un peu de poids, mais en soi, je sais que j'ai un souci. J'aurai
et mon impair et ma doudoune et le niveau froid. Donc voilà, et aujourd'hui mon vélo, moi il fait sans l'eau du coup à peu près 13 kg. Donc voilà, moi je suis un peu à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un frein à disque, j'ai de l'électrique, et ça pour l'électrique, moi je trouve que c'est d'un confort absolu. Alors après, oui, j'ai une petite batterie quand même supplémentaire, même sur le X, l'année dernière je m'en suis pas servi. Donc je trouve que, enfin en tout cas c'est extrêmement fiable. Et en transmission voilà. Du coup électrique, j'ai 10-30 à l'arrière, 48-35 à l'avant. Donc voilà, c'est... Ça va tirer du braquet. Mais moi, je mouline pas beaucoup. J'ai une casquette d'aider le gros braquet. Je crois que c'est bien moi. Ouais, c'est bien les gars, vous êtes là pour faire de la perf, j'adore. Faut aller vite. Niveau sommeil, ça va être léger aussi, j'imagine. Philippe ? Ouais, évidemment, quand on vise le chrono, hein, on peut m'attaquer là-dessus. Le chrono, j'ai ça en tête, quoi. Les records, la notion de record. Le record personnel, record sur les autres si on veut, mais record personnel avant tout, faire mieux que la fois d'avant par exemple. Je parlais des 24 heures tout à l'heure, c'est important. La barre des 60 heures, évidemment je l'ai, 65 bien sûr, c'est en étant pessimiste, 60 en étant, si vraiment je suis en très grande condition. Voilà, mais avec les canicules qui attendent, on ne sait pas ce qu'on va trouver, les orages au-dessus de Vars, ça va être terrible, parce que même avant la bonnette, hein, c'est même pas la peine de... Mais voilà, donc puis comment je vais supporter les 30 degrés de la journée de demain et une partie de la journée de mardi. C'est toute l'inconnu, quoi. Et toi, Philippe Benjamin. Oh là là, ça se mélange. Benjamin, le sommeil, ouais, ça va être léger. Ouais, ça va être léger. Enfin, en tout cas, la première. En général, nuit, sur les anciens Mikeyman, c'est combien de temps de pause tu sais à peu près? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. Et après, j'oublie assez vite. Mais le Portugal, c'était 5h30 d'arrêt, tout compris. D'accord. Donc voilà, non, oui, c'est assez léger. Une première nuit sans dormir, ça se fait bien. Enfin. Avec de l'expérience aussi. Après, la question, c'est la seconde nuit. Ça dépend aussi où on est. C'est-à-dire que du coup, des fois, il vaut mieux être sur du plat où on a un peu de vitesse et entre guillemets de l'adrénaline que dans un col où la lumière nous endort petit à petit, mais sûrement. Donc voilà, c'est plein d'astuces. Enfin, d'astuces. En tout cas, l'expérience qui montre comment un peu lutter contre. Voilà. Ça va être léger. Allez, petit contrôle surprise pour finir. Quel est ton numéro de dossard, Philippe? Aïe. 312. 312. Ok, on va te suivre. Et toi, Benjamin? 345. 345. Donc ça, c'est le numéro de dossard, c'est que vous puissiez les suivre sur le like tracking de Waka. Le lien est dans la bio. On va suivre vos aventures. Benjamin et Philippe, merci à vous d'être venus avec nous pour discuter un petit peu autour de ce Bikeyman Origine France. Merci à toi, Axel. Merci Cédric. La suite maintenant, c'est le départ de cette épreuve, prévu à lundi matin, 5h, comme d'habitude. Ça va envoyer du lourd, hein. Ça va pas beaucoup dormir. Ça va pas beaucoup dormir, mais ouais. Belle aventure comme d'habitude. Il va y avoir plein de surprises. Comme d'hab. Merci les amis, merci à vous qui nous avez suivis. Restez connectés sur les réseaux sociaux hein, parce qu'on va vous abreuver en contenu pour parler franchement sur les Instagram, sur les YouTube avec un résumé quotidien. On en a pris l'habitude. Et puis on se retrouvera pour la prochaine émission, pour la finish line, pour continuer de parler de ce Bikeyman Origine France. Merci Jérôme Armand de Radio Cyclo, Radio Sport qui rend possible techniquement cette émission. Sans lui, nous ne serons rien. Merci la régie. Merci la régie. Radio Cyclo, Radio Sport. Salut les amis et à très bientôt.